Vos invités, mesdames et messieurs les participants, quelque chose se passe ici à la Manouba. L'intelligence collective, la persévérance et un brin de folie créateur originel ont fait naître ici, à l'université de la Manouba, une formule de rassemblement scientifique d'un genre nouveau, d'un genre inédit. Notre mandat électif commençait à peine. Pour une équipe portée par ses pairs à la tête d'une des universités tunisiennes après la Révolution, la question du rôle d'une université en matière de promotion de recherche scientifique se posait avec force. Que pouvait faire cet assemblage d'établissements à cause de sa puissance transversale et parce que la culture plurielle permet de faire de l'université autant un espace de formation scientifique qu'un lieu d'apprentissage direct de la citoyenneté. C'est ainsi que le symposium finit avec une exposition sur l'histoire de la typographie arabe. C'est pour les mêmes raisons que nous avons donné à la séance inaugurale de ce matin une facture à la fois collective et multidisciplinaire, conformément à la ligne directrice du symposium. Permettez-moi à ce titre de remercier vivement nos collègues Rajeb Ben Sleman, Hamadi Ben Jabala, Fawziya Sharfi, Amor Beliledi, Azel Mahjoub et Riyad Ben Achour d'avoir accepté d'apporter à cette séance leurs points de vue respectifs sur le couple temps court, temps long, et de se prêter au jeu de l'interdisciplinarité. Grâce à eux, nous entendrons parler de psychanalyse, de philosophie, de physique, de géographie, d'histoire, de droit et d'économie. Chers collègues, chers amis, merci à toutes et à tous. Monsieur le Président, je vous cède la parole. ضيوفنا المباشرين، زميلاتي زملائي، طلبتنا المتميزين المتألقين، يسعدني في هذه الكلمة أن أرحب بكم جميعا وأن أعبر عن ابتهاجي بصفتي باحثا أولا ثم رئيسا الجامعة لبلوغ هذا الملتقى سنته الخامسة. وهذا أمر ليس بالهين، لأننا نعرف أن الحديث في أوساطنا عن تضافر الاختصاصات وتفاعلها حديث سهل، ولكن تحويله إلى ملتقيات حقيقية وأعمال منجزة أمر صعب جدا، بحكم سبب بسيط جدا، هو أن مؤسسات وجدت قبل الجامعة، في حين أن في كل المنظومات الدولية للتعليم العالي الجامعة هي الأساس. إذن هذا قدرنا، وعلينا أن ننتقل من الانغلاق على الأقسام فالمؤسسات إلى فتح كل هذا بعضها على بعض من أجل جامعة حقيقية ومن أجل جامعة منتجة بهذا التهجين، بهذا المزج، بهذا التداخل، منتجة لمعارف جديدة. Madame la vice-présidente de l'université, Monsieur le secrétaire général de l'université de la Manouba, chers invités venus de loin, chers collègues, chers étudiants et doctorants, mesdames et messieurs, je suis ravie et honorée de participer à ce 5e symposium de l'université de la Manouba, qui est un dialogue interdisciplinaire, comme l'a bien montré Johanna, entre historiens, philosophes, physiciens, économistes, juristes, etc., mais qui est aussi une rencontre singulière, je le confirme, tout à fait singulière entre les seniors et les juniors. Les seniors, qui sont des ténors de l'université tunisienne, parlent le matin et les étudiants rendent compte l'après-midi.
Plusieurs ateliers seront par la suite consacrés aux étudiants durant ce symposium. Je reconnais là l'empreinte de ma collègue et amie Marc Benden, que j'aimerais saluer moi aussi ce matin. Et son souci de pallier à la fracture générationnelle, à ce qu'elle appelle la fracture générationnelle, en plus de ce souci de l'université de la Manapa de décloisonner les disciplines, les différentes disciplines. Je me souviens du congrès des intellectuels tunisiens contre le terrorisme que nous avions organisé avec d'autres collègues en 2015. Suite à ce congrès, nous avions entamé des actions qui devaient se conformer à un cahier de charges exigeant la participation des étudiants et des jeunes avec les adultes. On avait décidé d'engager 2 tiers. Il faut que 2 tiers des participants à ces actions citoyennes et culturelles soient des jeunes, tout en respectant aussi le principe de la parité filles, garçons et hommes-femmes. À l'heure actuelle, comment décloisonner les différentes dimensions de l'expérience humaine sans le confondre? Comment les distinguer sans les séparer? Comment repenser autrement ce que nous avons toujours pensé sans s'en tenir au schéma d'une tension entre affect et intellect, sacré et profane, humain et divin, mythe et science, Athènes et Jérusalem, Orient et Occident. Autant de préjugés à repenser fondamentalement. Qui pourrait arrêter le temps pour en faire une éternité? Qui pourrait empêcher l'éternité d'engendrer le temps ou le continu de donner lieu au discontinu? L'anthropos, le microcosme, a cru des siècles durant que son cœur bat au rythme du cosmos, du macrocosme. Le temps de son esprit répond à celui de son corps. Comme le corps, l'esprit naît, se développe, mûrit et se corrompt. Chez Aristote, tout comme chez Ibn Sina, la psychologie est un chapitre de la physique. Donc, et dans la scala naturae, l'échelle de la nature, il n'y aurait que des différences de degrés et non des différences de nature. Une hiérarchie et non des ruptures. La musique de nos instruments mire ou se mire, comme chez Platon et Kepler, dans celle des sphères célestes, dans la musique des sphères célestes. Nous avons affaire à la même chose. Les rapports géométriques étant les mêmes entre sons harmonieux des symphonies et mouvements célestes uniformes. On a pensé retrouver une harmonie similaire entre le temps de l'esprit et le temps du corps, au moins un parallélisme. À la suite de Darwin, Haeckel a hardiment soutenu que dans le ventre de sa mère, le fœtus récapitule tous les mouvements, tous les moments de l'évolution de son espèce. Le temps court résume tout le temps long. Auguste Comte, sans s'engager dans cette voie qu'il ignorait d'ailleurs, a pensé retrouver le primitif dans l'enfant, l'ancien dans le nouveau, les temps primordiaux dans le temps que nous vivons. Il a pensé retrouver les premiers sourires de la raison humaine, l'esprit mythique, magique, théologique, dans la pensée infantile. L'innocence du sauvage, chez Rousseau par exemple, son animisme, son vitalisme, son mysticisme, son anthropomorphisme se projettent dans la psychologie de l'enfant. En général, l'ontogenèse est une philogenèse en miniature. Le devenir de l'individu est en miniature le devenir de toute son espèce. Donc, on est arrivé à l'élaboration de calendriers, mais pour établir des calendriers, eh bien, il faut
définir des durées. Donc on a défini l'année, solaire ou lunaire, on a défini les mois, solaire ou lunaire, et puis on a défini le jour. Mais pour définir le jour, là, il faut savoir ce qu'est le jour. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique, je vois qu'il y a des étudiants là qui quittent un peu effrayés par la physique, mais n'empêche que tout le monde aujourd'hui a des montres, tout le monde utilise le temps, et en fait, on va dire l'unité qui est à la base de toute cette mesure du temps, c'est la seconde. Alors, on peut penser qu'au fond, c'est très facile. La seconde, c'est quoi? Eh bien, la seconde, c'est la 86 400e partie du jour solaire. Bon. Donc, c'est très facile. Un jour, c'est 24 heures. 24 heures, l'heure, c'est 3600 secondes. Eh bien, ça y est, on a défini la seconde. Mais voilà, le problème, c'est que, encore faut-il que cette unité soit acceptée par tous. Alors là, cette seconde dont je viens de parler, c'est l'unité la première unité qui a été adoptée à l'échelle de la Terre. Et c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'elle a été adoptée. Eh bien, elle a été adoptée en 1799, 10 ans après la Révolution française. Et on peut s'étonner quel est le lien entre la définition de la seconde et la Révolution française. Eh bien, le lien, c'est l'universalité. Parce que avoir donc un système d'unité à l'échelle internationale, c'est un besoin de cohérence, c'était un besoin qui était nécessité par eh bien, les voyages, donc les gens ont des besoins de se connecter et d'avoir une même évaluation du temps. Et donc, à cette époque-là, donc au moment de la Révolution française, a été décidé de mettre en œuvre un système cohérent. Et je vais vous lire donc un extrait du décret de l'Assemblée constituante française du 26 mars 1791 pour définir le système métrique, donc avoir un système cohérent. Pour parvenir à établir l'uniformité des poids et mesures, il est nécessaire de fixer une unité de mesure naturelle et invariable. Le seul moyen d'étendre cette uniformité aux nations étrangères est de les engager à convenir d'un système de mesure et de les engager à convenir d'un système de mesure et de choisir une unité qui ne renferme rien d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe. Fin de citation. Donc vous voyez que le désir d'universalité eh bien, s'étendait aussi au domaine de la science. Alors cette définition de la seconde, donc, qui a été mise en place en 1799, est restée jusqu'en 1960. Et alors, elle a été supplantée en 1960 par une autre unité qui fait appel aussi aux astres, au soleil, etc., dont je n'entre pas dans le détail, et qui était donc plus précise. Mais les physiciens ont toujours besoin de mieux, et donc en 1967, ils ont décidé de définir la seconde, non pas à partir des astres qui remplissent le ciel, mais à partir de l'atome. Alors l'atome, donc c'est un système microscopique, et vous voyez que si je relis ça à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, quand on définit une unité, il faut qu'il y ait un système qui soit universel, qui soit invariable, et puis là, si on a choisi l'atome, c'était pour avoir plus de précision, et donc, pourquoi on a plus de précision? Parce que dans l'atome, il y a des phénomènes qui mettent en jeu des durées beaucoup plus courtes, et donc, on peut avoir effectivement une meilleure précision. Alors, évidemment, ça n'a été possible que parce que la science du monde microscopique a pu avancer, et donc, début du XXe siècle, on a compris avec la théorie quantique comment était constituée la matière, et surtout ce qui se passait à l'intérieur de l'atome, et surtout
qu'est-ce qui fait qu'un atome peut émettre de la lumière ou capter de la lumière ou absorber de la lumière. Et quand je dis la lumière, je peux aussi dire plus largement le rayonnement électromagnétique. Alors le rayonnement électromagnétique, c'est ce que vous recevez sur votre téléphone portable, c'est ce qui anime le four à micro-ondes, c'est les ondes radio que vous captez sur votre parabole, etc. Et donc, la lumière n'est qu'une petite partie de ce rayonnement électromagnétique. Alors, pour revenir à la seconde, eh bien, la seconde est définie à partir d'un processus donc, qui fait intervenir ce qu'on appelle des transitions dans l'atome entre deux niveaux. Transition, donc le passage entre deux niveaux d'énergie. Et cette définition de la seconde permet, donc entre deux niveaux d'énergie dans l'atome, permet d'avoir une précision qui va être donc de l'ordre du milliardième, si ce n'est pas moins que le milliardième de seconde. Alors, l'atome qui est choisi, c'est l'atome de césium 133. Et quand je disais tout à l'heure c'est un système universel, eh bien, cet atome de césium qui est choisi, il est le même à Tunis, à Rabat, à New York ou au Caire. Donc, vous voyez que c'est un système qui est effectivement reproductible et donc il peut satisfaire les physiciens. Alors, beaucoup d'horloges ont été fabriquées sur la base donc, de l'émission et de l'absorption par un atome. C'est ce qu'on appelle les horloges atomiques. Et je vais vous donner la précision de ces horloges. Alors, c'est 1 seconde pour 30 millions d'années. Donc, en fait, les horloges ne se trompent que d'1 seconde sur une durée de 30 millions d'années. Alors, on peut dire, bon, c'est très bien, mais actuellement, les physiciens veulent continuer donc, les recherches pour aller vers des précisions encore plus grandes. Alors, bien sûr, là, j'ai beaucoup insisté sur voilà, cette mesure du temps, parce que, en fait, vous voyez que toute notre vie quotidienne est conditionnée aujourd'hui par ces temps très courts. Tout le monde sait ce qu'est un GPS. L'histoire était présente dans toutes les interventions. Le temps était partout. Mais nous n'avons pas donné la parole à un historien en titre. Nous avons préféré consacrer une séance entière à l'histoire et vous en êtes l'acteur central, à la fois la vedette et point de repère. Vous êtes historien et le binôme temps court, temps long vous est familier. Dans votre travail d'enseignant, dans vos recherches comme dans vos interventions d'intellectuels, vous avez eu à traiter ce couple sous différents angles. Vous êtes aujourd'hui entouré par des lecteurs connaisseurs de vos écrits. Nous leur avons demandé de nous aider à mieux connaître vos idées, votre conception et votre usage de la notion de temps. Merci à Hayat Amemou, Hicham Abtsmat, Eric Vallée, Khaled Kchir, Doussaina Ben Hassin et Salwa Haj Salah. Merci d'avoir accepté cette formule pédagogique qui est destinée à nous rapprocher de votre œuvre, à y retourner, à la lire ou à la relire. Nous avons exposé vos ouvrages pour donner envie à nos étudiantes et nos étudiants de les consulter. Merci à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités et à son doyen, Habib Razdarli, et à ses bibliothécaires de nous avoir prêté leur concours pour cette exposition. Merci à tous les présents d'être là pour découvrir, redécouvrir l'un de nos penseurs les plus importants. Sans trop tarder, je passe la parole à Madame Hayat Amemou qui va ouvrir le débat en vous présentant l'œuvre de Sidi Hichem Jaïd. Merci. D'une manière un peu sommaire pour laisser le temps pour tous ceux qui sont à côté de moi, à gauche ou à droite, de présenter quelques idées ou quelques ouvrages de sa grande œuvre.
Donc nous sommes ravis de rencontrer aujourd'hui le grand professeur Hicham Jaïd, grand historien et penseur tunisien. Je ne veux pas dire qu'il est islamologue comme je trouve ça dans beaucoup d'écrits qui ont fait la biographie de Hicham. Donc pour moi, il est historien et penseur qui a marqué par ses nombreux écrits le monde arabe et occidental. Je veux me concentrer sur les livres. Donc les livres, il y a 9 livres. Le premier s'intitule La personnalité et le devenir arabo-islamique, qui a été édité à Paris, le Seuil, collection Esprit, 1974. Il a été traduit en arabe, Fidal Talia. Le deuxième, c'est l'Europe et l'Islam. Il a été édité aussi à Paris, le Seuil, 1978, collection Esprit, 178 pages. Le premier, c'est 300 pages. Il a été aussi traduit en arabe par Dar Talia. Al-Koufa, naissance de la ville islamique, édité à Paris, Maisonneuve de la Rose, collection Islam d'hier et d'aujourd'hui, 1986, 340 pages, traduit aussi en arabe. La grande discorde, religion et politique dans l'islam des origines, Paris, Gallimard, 1989, collection Bibliothèque des histoires, traduit aussi en arabe par Dar Talia de 1990. Il a édité aussi 2 livres en arabe dans la trilogie de la Sira Muhammadienne. Le premier s'intitule Sira al-Muhammadiyya Wahad, Al-Qur'an wal-Wahy wal-Nubuwa, Dar al-Tali'a, Beyrouth, 1999. ترجمه هشام عبد الصمد sous le titre La vie de Mohammed, volume 1, Révélation et prophétie, Paris Fayard 2001. Puis il a édité, entre les 2 livres de la Sira, La crise de la culture islamique, Paris Fayard 2004, 336 pages, traduit lui aussi en arabe. En 2004, il a édité la fondation du Maghreb islamique, Asfaqs Dar al-Amal, traduit en arabe par Dar Talia. Je commencerai par un texte qui est un texte, à mes yeux, fondamental pour comprendre votre œuvre, qui est donc ce premier livre important que vous avez publié, La personnalité et le devenir arabo-islamique, en 1974. J'ai connu très tardivement cet ouvrage, mais il m'a permis véritablement de comprendre, ou de peut-être essayer de comprendre, ce que vous avez voulu faire à travers une œuvre de plusieurs décennies. Donc permettez-moi de commencer par lire simplement quelques phrases. Pour moi, Hicham Jaïd, c'est non seulement un très grand historien, c'est aussi un très grand écrivain. Je suis malheureusement pas tout à fait capable de pouvoir le juger entièrement en arabe, mais en tout cas en français. C'est un écrivain magnifique qui transporte ses lecteurs. Je citerai juste une phrase d'un de mes étudiants, donc j'ai l'habitude de donner à lire à la Grande Discorde, et un jour cet étudiant m'a dit « Monsieur, ce livre est un feu brûlant ». Il avait un feu brûlant entre les mains. C'est un feu brûlant parce que l'histoire de la Grande Discorde est un feu brûlant, mais aussi parce que Hicham Jaïd trempe sa plume dans la passion de la compréhension de ces hommes qui nous viennent, des hommes du passé, de ces épisodes enfouis qu'il remet, donc, à qui il rend une actualité, une présence. Et donc, c'est cette plume aussi, c'est à cette plume que je voudrais rendre hommage pour commencer. Alors voilà ce que vous dites dans la première page de La personnalité et le devenir arabo-islamique. Ce livre, j'en portais depuis longtemps en moi-même les principaux éléments. L'écrire et lui donner sa forme était une autre affaire. J'hésitais à m'engager dans cette aventure, en dépit de l'encouragement de quelques amis, comme si j'étais frappé par une impuissance à réaliser. Cette impuissance qui me semble caractériser l'intellectuel tunisien et plus largement maghrébin. Il a fallu des circonstances exceptionnelles pour que je me jette dans ce travail et que je le poursuive contre les résistances intérieures et les pressions extérieures. La base de départ de cette réflexion a été mon expérience d'homme tunisien. En Tunisie, j'évoquais dans des mondes divers où j'avais pu observer des points de vue différents sur les choses. J'ai vécu avec les problèmes qu'on y évoquait, qui étaient miens, et que j'avais fait miens. Mais la multiplicité des relations humaines n'apporte pas seulement un certain enrichissement.
Elle entraîne la confrontation, un défi à la cohérence du moi, débouche à la limite sur la souffrance et la solitude. En Tunisie, je n'étais à l'aise dans aucun milieu précis. Dans ce désajustement, il y avait tout à la fois la soif d'horizons intellectuels plus vastes et une révolte contre des défis constants à la raison et à l'homme. C'est que l'esprit libre est investi par toutes sortes de fanatismes et qu'il n'est à l'aise dans aucun carcan, dans aucune vision partielle ou préétablie des choses. Ainsi, cette recherche vise-t-elle avant tout à me faire voir clair en moi-même, à préciser mes idées sur ce qui me préoccupe, à prolonger une quête souterraine de la vérité. Était-ce cela un malaise singulier ? Je crois que l'inquiétude et l'insatisfaction sont aujourd'hui le sombre privilège de la conscience intellectuelle maghrébine. Mais ce qui est ailleurs fermement propice à l'expression et à la création devient ici piétinement, impuissance, stérilité. Pourquoi ? Dans l'évolution actuelle du Maghreb, manifeste est la primauté de l'action et de la politique sur la pensée, le savoir, la culture. La pensée est aliénée par l'histoire immédiate, qu'elle ne domine pas, qui la traverse et se réfléchit en elle. Sans doute, le climat d'oppression politique qui règne dans nos contrées, de l'extrême-orient à l'extrême-occident arabe, explique-t-il largement ce musellement de l'expression, mais l'étouffement de la liberté n'a jamais réussi à endiguer tout à fait les poussées de l'intelligence. Si ma réflexion peut être située dans le sillage de la pensée réformatrice islamique, c'est ce que vous dites quelques pages plus loin dans l'introduction de ce livre, si elle la prolonge dans son intention, sur le plan du contenu, elle s'en écarte tout à fait. En tant que je recherche des éléments d'une vision générale de l'histoire, mais tirés vers les problèmes de mon monde, inconsciemment, je continue la tradition de la pensée historique maghrébine. À chaque grande crise de civilisation, chaque fois qu'on s'est retrouvé à la fin d'un monde, a surgi dans l'ère maghrébine une réflexion sur l'histoire. Saint-Augustin, Ibn Khaldoun et Khayr ad-Din Pasha ont accompagné la fin de l'Empire romain, la fin de l'islam médiéval, la mort de l'islam turco-méditerranéen issu du XVIe siècle. Leur philosophie de l'histoire est bien ce qu'a sécrété de plus vigoureux dans ce domaine la culture de la Méditerranée du Sud. Sans doute, la phase contemporaine qui en un siècle a vu l'intrusion massive de l'Occident, puis l'émancipation politique, devrait-elle susciter à son tour un courant de pensée qui, dans le déchirement, prendra acte de la fin d'une époque et en théorisera la conscience la plus aiguë. Et vous finissez donc cette introduction en présentant votre livre comme un appel à la conscience arabe et islamique. Son ambition suprême est d'en provoquer l'éveil. Il y a dans le monde arabe et islamique un emprisonnement de la parole, une séparation du pensé et du dit. Il faut porter sur la place publique ce qu'on pense, contre les terrorismes de tout ordre, contre les modes intellectuels, les traditions d'école. Ce discours s'exprime dans un langage clair, à l'adresse de la conscience élevée, mais néanmoins simple et engagée dans la vie humaine. Alors il me semble que dans ces quelques extraits, il y a là, je dirais, toute une série de thèmes extrêmement forts que vous avez poursuivis tout au long de votre œuvre. Il y a d'abord la question de l'intellectuel dans le contexte tunisien et maghrébin, sa place dans sa société, ce que vous appelez le désajustement, l'incapacité, désajustement social, désajustement intellectuel. La question aussi de cette impuissance, de cette stérilité, que vous liez directement à la domination de l'action immédiate, du temps immédiat sur la pensée. Et tout au long de votre œuvre, on vous voit combattre pour une vision beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, qui se détache des contingences du présent, de l'agitation politique du présent, pour essayer de percevoir un certain nombre de structures profondes de l'histoire. Il y a aussi dans ces textes le refus du dogmatisme, le refus des slogans tout faits, le refus des idées toutes faites, de l'idéologie, pour privilégier un contact direct avec les hommes du passé, et peut-être aussi à travers les hommes du passé, l'ensemble du monde, de l'universalité. Et puis il y a aussi dans ces textes un éloge de l'histoire
comme discipline libératrice de la pensée, mais une histoire qui ne se limite pas à raconter simplement des faits, une histoire qui s'inscrit dans une activité intellectuelle plus large, qui va emprunter également à la psychanalyse, aux différentes sciences humaines et sociales, et une histoire qui renvoie finalement aussi à soi-même. J'ai été, je dois dire, extrêmement ému de lire dans cette première page de la personnalité islamique l'évocation de la solitude, parce que je pense que c'est une question qui se pose à tout chercheur, à tout intellectuel, qui essaie d'effectuer son travail de la manière la plus honnête. Essayer de comprendre les autres, c'est d'abord essayer de se comprendre soi-même, comme vous le dites dans votre introduction, essayer de faire le clair avec tout cela. Donc voilà, je voudrais commencer peut-être ce dialogue, cette discussion, avec une question sur la place de ce livre, la personnalité et le devenir arabo-islamique dans votre œuvre. Moi, j'y vois une sorte de livre qui est à la fois, comme vous le dites, un appel à la conscience de vos contemporains, mais qui est avant tout un appel à votre propre conscience, qui a été une sorte de livre qui vous a lié pour le reste de votre vie intellectuelle à un programme que vous avez cherché à développer à travers vos œuvres. Donc voilà, j'aimerais savoir comment, aujourd'hui, à presque un demi-siècle d'écart, quel regard vous portez sur cet ouvrage fondateur. Ça marche, hein? Merci, Monsieur Vallée, de ce que vous avez dit. Et en lisant cette introduction, je reconnais ce que j'ai écrit. Mais comme il y a très longtemps que je n'ai pas ouvert ce livre, je me suis occupé d'autre chose. Ce livre, cette introduction en tout cas, exprimait ce que j'étais à cette époque et ce que je suis resté en réalité. ولأن قدم هشام جعيد حلا بالنسبة إلى ما دون قبل 100 سنة. فسؤالي: ماذا سنفعل بالشفوي وبكل ما دون بعد 100 سنة؟ وقبل أن أحيل الكلمة إلى أستاذي للإجابة عن هذه الأسئلة، حاول في كتابه الوحي والنبوة والقرآن وفي هامش رقم 73 إيجاد تفسير لهذه التساؤلات. يقول في هذا الهامش: لا يعني ذلك أن المروي الجماعي والموروث في أي حضارة لا يحتفظ بحقائق تاريخية، وهي في المجال الديني تتخذ لنفسها سلطة، وليس بالضرورة لأنها ترفع حديثا إلى المؤسس، بل لأنها تكتسب وجاهة من الماضي الإنساني المتمدد في الحاضر. ويقول في خصوص الأحاديث والآثار التاريخية المتعلقة بالفترة المكية، وهي ضبابية خلافا للفترة المدنية، من حق المؤرخ ألا يقبلها كمصدر تاريخي. ويظهر بالتحليل أن كل المصادر القديمة، سواء سيرة ابن هشام أو طبقات ابن سعد أو تاريخ الطبري أو صحيح البخاري، آخذة عن الأصل والمنبع نفسه. هذا الكلام لي هشام جعيد. Et donc, je lui dis, je me suis confié à ces Hicham en disant, c'est quand même pas évident de traduire, j'avais vraiment des scrupules et quelques peurs, je dois dire. Et il m'a dit pourquoi? Parce que je lui dis, on ne peut pas traduire facilement l'auteur de la Grande Discorde. Parce que je suis effectivement un grand lecteur de la Grande Discorde, pas uniquement, hein, j'ai quasiment tout lu de ces Hicham, pour des raisons universitaires, mais aussi comme amateur. Je suis pas aussi boulimique que Hicham en matière de lecture, mais enfin j'avais quelques références et la Grande Discorde fait vraiment partie des ouvrages fétiches pour les étudiants que nous étions et pour le lecteur que je reste encore. Donc c'était pas évident de traduire, parce que Hicham a été traduit longtemps, plusieurs fois, mais vers l'arabe plutôt, puisqu'il a écrit l'essentiel de son œuvre en français. Mais comment peut-on être traducteur de Ja'id vers le français? L'auteur de la personnalité, l'auteur de la Grande Discorde et quantité d'autres écrits, et l'auteur qui est trois choses au moins, qui est à la fois un penseur, donc il y a une réflexion assez,
qu'il faut essayer de suivre et de comprendre. Il y a un problème d'intelligibilité, comme il disait tout de suite. Il y a un écrivain de talent, parce que je considère que autant dans la personnalité, il y avait en Subodoré déjà ce talent, mais l'épanouissement véritable, c'est avec la grande discorde, pour moi au moins. Et puis c'est un historien professionnel et un grand. Donc c'était pas tout à fait évident de tenter l'aventure. C'est pas par flagornerie que je dis ça, c'est vraiment tel que j'ai vécu les choses. Il fallait. Mais bon, c'était quand même exaltant. Il y avait quelque chose de rassurant. Quelque chose de rassurant, c'est que je savais que j'allais être corrigé après coup par un orfèvre en matière d'écriture. Donc, pour les contresens éventuels et pour la forme, je n'avais pas à m'inquiéter. Il m'est même arrivé parfois de céder à quelques fantaisies. J'étais toujours ramené à l'ordre vers une écriture plus sobre, plus exacte, plus précise. C'était aussi une leçon pour moi. C'est un grand honneur aussi de m'adresser à vous en public. Donc je vous dirais, cher maître, je commencerai par relever votre modestie. Contrairement à ce que beaucoup disent de vous, votre modestie, votre humilité de savoir lorsqu'on s'adresse à vous pour vous poser des questions sur un point d'histoire. À propos du thème de notre réunion aujourd'hui, temps long, temps court, moi j'ai une hypothèse que je vais essayer de développer très vite, en quelques phrases. Si Hichem, vous avez commencé par aborder l'histoire de l'islam et de l'humanité, en fait, dans une dimension, dans une échelle assez large, le temps long, à partir d'un essai. Effectivement, la personnalité et le devenir islamique, puis l'Europe et l'islam, ce sont des interrogations sur le temps long. Et c'est une appréhension du temps long d'un intellectuel tunisien, arabe, musulman de culture. Vous faites très bien cette distinction. Vous parlez dans la crise de la culture islamique, vous parlez de la souffrance et de la crise de conscience des musulmans de culture et des musulmans croyants. Et en fait, votre livre est venu comme réponse à cette souffrance. Vous n'arrêtez pas de parler de souffrance et dans votre vécu et face aux sources, face aux fondements de l'islam, vous avez essayé de décrypter, vous êtes toujours dans une inquiétude, dans une souffrance, la souffrance de l'humaniste, du chercheur qui veut comprendre. Et donc, à partir je développe le reste de mon hypothèse, commencer par le temps long, en 74, il y a à peu près 40 ans, pour remonter le temps. En fait, votre thèse consacrée à Koufa, il semblerait que vous avez un projet sur Kairouan. Je vous pose une question. Est-ce que c'est vrai que vous avez essayé de travailler sur Kairouan à un moment, au début des années 60, puis vous y avez renoncé? Vous vous consacrez à Koufa, et Koufa qui n'est pas n'importe quelle ville, qui a été une capitale pendant un très court moment, mais qui a été le foyer de l'émergence de la culture arabe et islamique au 1er et 2e siècle, et qui deviendra le foyer de l'opposition, disons. Puis à partir de Koufa, vous vous installez dans le temps court et vous remontez le temps. Vous remontez le temps pour aborder la grande discorde, pour comprendre la crise sociale, politique et culturelle qui va déchirer la communauté de l'islam, qui va se scinder en groupes politiques. Et dans ce livre, vous partez toujours de l'événement. Vous avez une manière de décrypter les événements en dehors de tout ce qui a été écrit comme théorie ou comme fondement de ce qu'on appellera par la suite
les rites ou les partis politiques. Vous partez toujours de l'événement pour l'interroger. Et là, on sent que vous terminez l'ouvrage et vous n'êtes pas satisfait. Et là, vous décidez à remonter encore plus loin, donc au fondement même de l'islam, c'est-à-dire la biographie de Mohammed. Mohammed, que vous abordez dans une trilogie, 3 livres sur ce prophète, et vous arrivez même à remettre en question son nom. Vous dites qu'il ne s'appelait pas Mohammed, mais Oussam, et là vous développez de très beaux paragraphes sur où sont des démonstrations de lecture des sources de l'époque. Et c'était une très belle réponse à une question posée par Jacqueline Shelby dans un article paru dans les début des années 80, où elle parlait de l'impossible biographie de Mohammed. Et vous répondez là que une biographie de Mohammed était encore possible, et vous l'abordez d'une manière très détaillée et très fine. Et dès le départ, vous abordez en fait l'histoire des religions et vous démontrez que l'islam, le message de l'islam est vient dans la lignée des religions qui l'ont précédé dans la culture de l'époque. Donc, c'est ça, en gros, du temps long, vous arrivez aux événements au temps extrêmement court, c'est-à-dire à la dimension humaine du temps. Permettez-moi enfin, pour ne pas être très long, de vous poser une question pour avoir votre avis sur un problème que vous avez abordé à travers pratiquement toutes les œuvres, c'est le temps long, universel dans le Coran, le temps absolu, où il est plutôt, dans le Coran, il est plutôt question du passé des peuples et de l'avenir de l'homme. Par contre, le présent de Mohammed, messager du Wahy, il y a très peu il n'y a que quelques allusions. Il y a la sourate Mohammed, le mythe de la grotte, vous le mettez en question, avec preuve à l'appui, pour vous, la grotte Rar Hira n'a pas existé. Et vous le démontrez. Donc, entre ce temps long, ce temps absolu, et le temps extrêmement court, le temps de l'énonciation, le temps du Wahy qui a duré plus ou moins 20 ans. Et quel est votre avis sur ces deux dimensions qui traversent le Coran? Voilà. J'ai écrit dans le livre sur Al-Kouf sur le temps du Coran, en abordant la vie arabe du pré-islam, l'anté-islam, et sur la mythologie arabe, etc. Mais pour moi, le temps long et le temps court, c'est un concept récent pour ce qui est du domaine historique. Je ne parle pas de la philosophie qui est depuis toujours, depuis Aristote, intéressé au temps, et même avant peut-être. La longue durée, le temps long, dont Brodel était un théoricien, avec la brousse. Bon, mais c'était dû à l'influence de l'économisme historique, lequel intérêt pour l'économie, à mon avis, a subi l'influence de Marx. L'intérêt de l'économie, en plus, dans l'école française historique, il y a un intérêt pour la géographie, la liaison intime entre géographie et histoire.
ce qui a été démontré par la Méditerranée de Brodel. Là, c'est le temps long. Elle a théorisé sur la longue durée. Parce qu'à l'origine, les historiens, pour eux, le temps historique, c'est l'événement. C'est l'événement, ce n'est pas la vie ordinaire qui peut se prolonger, c'est pas la notion de civilisation qui est d'ailleurs une notion qui vient du XVIIIe siècle, c'est l'événement. Les grands historiens qui sont des analystes avant tout, ils dissèquent le temps, ce qui a rempli le temps par l'événement. Des événements qui leur semblent quand même pas ordinaires dans la vie. Autrement, toute la vie humaine est événement. Quand on sort d'ici pour aller à Tunis, c'est un événement pour la personne, etc. Mais pour l'historien, un événement significatif. Et ils se ressemblent tous là, dans toutes les civilisations. Ils se ressemblent tous dans toutes les civilisations. Les trois grands analystes de grandes civilisations sont ceux Matsien pour la Chine, sans lequel on ne connaîtrait pas grand-chose sur la Chine ancienne. Son Tite-Live pour l'histoire romaine, malheureusement nous avons perdu sur 7 siècles, ces annales de Tite-Live, nous avons perdu ce qui est entre 165 et 27 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire tout le grand siècle, le premier siècle avant Jésus-Christ, des grandes luttes politiques. Il est perdu maintenant, mais il a dû être connu. Par ailleurs, l'islam, depuis le 19e siècle, depuis avant, a été perçu avant tout comme religion. Alors, ce qui a intéressé les meilleurs, c'est d'exposer des structures de la religion islamique, le hadith, le dogme, le soufisme, ceci, etc. Et non pas le droit, non pas l'histoire telle que ma génération l'a apprise de ses maîtres, c'est-à-dire la société. Aussi, on parle de religion, d'interaction entre la société du fondateur de religion ou l'autre et la religion elle-même et les influences qu'elle a subies. Et comment elle a pu pénétrer le monde social. Et ce monde social, il fallait l'étudier. Par quoi? Par une anthropologie historique. C'est des choses récentes, ça, nouvelles dans le domaine historique. J'en ai parlé tant et plus pour ce qui est du monde arabe actuel. On sait ce que se passe, c'est déchiré par des guerres civiles, mais par quelque chose aussi qui est tout à fait de l'ordre de l'absurde, ou je ne sais quoi, c'est ce terrorisme tous azimuts qui touche le monde entier, qui se réclame soi-disant de l'islam. Mais on n'a jamais vu, mais il y a eu des anarchistes avant, il y a eu ceci, cela, mais on n'a jamais vu cette idée qu'en somme, ils s'attaquent au monde entier, comme si le monde entier était leur ennemi. Bon. Que le Moyen-Orient soit actuellement en état de violence, de drame, de tragédie, c'est au fond dans l'ordre des choses, parce que il y a comme une espèce de périodicité où les hommes s'entretuent à tir larigot et d'une manière assez absurde, mais d'une manière régulière aussi.
après la Deuxième Guerre mondiale qui a eu lieu en Europe et un peu dans le Pacifique, c'est le tour du Moyen-Orient. Et après, ce sera le tour de l'Asie. Ça a toujours été comme ça. Peut-être de l'Australie ou Dieu sait où. Mais c'est un phénomène historique permanent. Venu dans un monde particulièrement rationalisé dans ses inventions, dans ses etc., dans ses réussites économiques, dans l'ensemble quand même. C'est un ensauvagement. Mais cet ensauvagement a eu lieu dans l'Allemagne nazie et maintenant il a lieu ailleurs et demain ailleurs, Dieu sait où. C'est tout ce qu'il y a à dire. شكرا سي شمجعيت على هذه الأمسية الجميلة التي قضيناها معه، ونتمنى أن يتجدد اللقاء معه في أماكن أخرى وفي هذا المكان. شكرا.